Merci de votre invitation et aucun problème pour les soucis techniques. Il n'y a pas d'inconvénient. L'essentiel, c'est qu'on puisse partager quelques réflexions ce midi. Merci d'avoir souhaité qu'on expose deux, trois idées qui ne sont pas les idées du Club Déméter. Je tiens à le préciser. Mon propos n'engage que moi. Je le fais dans la diversité de mes activités et responsabilités que vous connaissez, et pas uniquement en tant que directeur du Club Déméter. En tout cas, ça n'engage pas nos adhérents. Ce que je voulais vous dire par rapport au Club Déméter, parce que Jean-Jacques voulait quand même que je dise un mot sur le Club Déméter et sa dynamique de développement qui a été soutenu ces dernières années. Aujourd'hui, le Club Déméter, c'est un écosystème qui n'a pas vraiment d'équivalent au niveau europééen parce qu'on a un truc un peu hybride, associatif, mais qui regroupe aujourd'hui 78 entreprises, 5 ministères, 20 écoles de l'enseignement supérieur et une cinquantaine d'experts associés. En fait, on a un écosystème qui est en croissance et on fait beaucoup de ponts en fait entre les entreprises membres, les filières, les territoires, les écoles, tant au niveau des étudiants que du personnel enseignant. On fait des liens aussi entre ces écoles qui n'ont rien à voir parfois entre elles. Et on a aussi un dialogue fort et particulier avec les ministères que vous voyez à l'écran. Et donc, le Club Déméter a ces dernières années connu une évolution de sa composition, une évolution aussi significative de ses activités. Aujourd'hui, on a une douzaine de pôles d'activités. En fait, j'aime bien résumer tout ce que l'on fait à travers cette slide, c'est-à-dire que on fait un triple déménagement pour les dirigeants de nos entreprises membres. On sort du quotidien, on sort de France et on sort de l'agriculture. En fait, pour leur parler d'agriculture, il n'y a pas besoin, ils connaissent ça mieux que nous. Ce qui se passe en France, en gros, c'est mieux connu et le quotidien nous assaille. Donc au Club des Métairies, on a vraiment le souci de regarder les mondes lointains sur le plan temporel et sur le plan évidemment spatial, mais également tout ce qui est périphérique aux questions agricoles et alimentaires, avec une vraie particularité de regarder les dimensions géopolitiques et stratégiques. C'était dans l'ADN du Club Déméter et c'est vrai que compte tenu de mon profil, depuis 6 ans, c'est un axe qui s'est intensifié. Puisque, comme vous le savez, je ne connais rien à l'agriculture, je ne suis pas agronome et je le regarde par un angle géopolitique depuis une quinzaine d'années. Et j'essaye aussi de regarder cet aspect par ce prisme au-delà du Club Déméter. Donc voilà, le Club Déméter, c'est ça, et on a une particularité, comme vous le savez, je viens un peu sur le vif de la demande de Jean-Jacques. On a une particularité au Club Déméter, c'est que depuis 29 ans, cette association, 100% secteur privé, hein, j'aime bien le dire, c'est aujourd'hui un club qui fonctionne sur un budget 100% secteur privé. Nous ne recevons aucune subvention des ministères, aucune subvention de contrat public. On est à 100% secteur privé. On a une particularité parmi notre douzaine de pôles d'activité. On a un pôle d'activité autour de la publication annuelle d'un ouvrage académique, le Déméter, qui a une existence ancienne, un ouvrage qui s'est épaissi avec le temps. Cet ouvrage est académique au sens où on a un comité de rédaction, on a un comité de correspondants internationaux, on a un éditeur et on a des auteurs libres de leur contenu et un sommaire qui se co-construit comme toute publication académique et scientifique qui mérite ce nom. Nos entreprises membres découvrent les contenus du Déméter le même jour que monsieur et madame tout le monde qui l'achètent en librairie. Et donc, c'est une publication qui est particulière à ce titre dans le paysage du Club Déméter, mais qui a aussi une deuxième particularité, c'est que c'est le seul ouvrage annuel en français qui tous les ans fait un grand point sur les grands enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le paysage, et c'est aussi dans cet ADN-là qu'on a souhaité renforcer la publication depuis 5 ans. Donc on la réalise en partenariat avec Iris Éditions et vous avez ici à l'écran le quinquennat de Déméter réalisé dans les nouvelles collections. Et je remercie Jean-Jacques d'avoir apporté une contribution importante à l'évolution de ce rapport et au souhait de le décloisonner aussi des mondes agricoles pour aller sur des terrains de jeu un peu plus stratégiques, un peu plus business, garder l'ADN prospective et évidemment essayer
essayer de toucher un public très large. Alors le Déméter, pour vous dire, c'est tous les ans à peu près 3000 exemplaires en tirage et en commercialisation. Donc on n'est pas non plus sur les grands standards de publication, mais on touche un auditoire large, d'autant que la publication est disponible aussi en format numérique et sur Kern. Et donc chaque article est disponible sur Kern. Et ça marche très bien au niveau des publics étudiants. C'est pour vous dire aussi que ce quinquennat de Déméter Nouvelle Collection, c'est aujourd'hui 100 articles et 300 cartes, 300 infographies si on met bout à bout les éléments. L'édition 2023, qui est parue le 15 février, s'appelle Agriculture, alimentation, la durabilité à l'épreuve des faits. On revient beaucoup sur la nécessité de penser la durabilité forte, c'est-à-dire d'être pas juste à demi-mesure sur les transitions, mais d'y aller encore plus fortement compte tenu des enjeux. Et en même temps, on remet tout ça en perspective par rapport à la difficulté d'y aller et surtout les déterminations des acteurs à y aller avec peut-être des intensités, des moyens, des outils scientifiques différents. Et c'est vrai qu'on est très frappé de voir que finalement tout le monde sur la planète aujourd'hui est mobilisé sur les enjeux de développement durable, de décarbonation des systèmes économiques, mais tous n'y vont pas avec la même intensité, avec les mêmes outils, les mêmes moyens, et parfois les mêmes calendriers, et donc parfois les mêmes narratifs. Et c'est vrai qu'on a en plus un paysage stratégique qui a rappelé que pour être fort sur les transitions, il fallait être encore fort sur du sécuritaire, du productif, et finalement des choses qui sont un peu plus court-termistes. C'est pour ça que ce rapport combine en permanence dans l'ensemble des chapitres traités ce temps court des prochaines années à ce temps très lointain de ce siècle. On a beaucoup d'articles dans ce rapport qui viennent sur des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Vous avez à l'écran un certain nombre de mots-clés pour caractériser les grands chapitres qui composent cette édition 2023. Jean-Jacques avec Jean-Marc Chaumet ont commis un article fort intéressant sur la diplomatie agricole à l'époque contemporaine. On a un article sur est-ce que l'Organisation mondiale du climat, l'OMC, comme vous le savez, essaye de sauver le multilatéralisme par cet angle-là. Est-ce que nous pouvons regarder les viandes du futur et de laboratoire comme une solution alternative ou une menace finalement auprès de l'élevage? Comment regarder les questions énergie, agriculture? Va-t-on avoir durablement une inflation alimentaire sur le marché européen? Est-ce que en fait on peut avoir des sanctions de consommation alimentaire par les consommateurs qui viennent par d'autres aspects, hein, tout ce qui est boycott que vous connaissez aussi sans doute par les travaux que mène l'Académie. Et puis bien sûr on revient sur des choses un peu plus techniques parfois, le marché des produits fermentés, à l'heure où la France a mis en place le sujet des ferments du futur, la question des interactions plantes-champignons avec les mycorhizes. On revient beaucoup sur les marques pro, la logistique et tous les aspects infrastructurels qui aujourd'hui rapprochent l'offre et la demande dans le monde. Et puis on a des chapitres un peu plus originaux sur la place des questions agricoles et alimentaires dans les mondes de demain, comme le métaverse, ou les mondes d'avant, comme ceux qui veulent retourner dans des stratégies survivalistes. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres articles que je vous laisse découvrir à travers cette édition qui, je sais, circule à l'Académie. Ce que je voulais vous dire, moi, ce matin, c'est finalement que sur cette édition, on a aussi, à côté d'analyses écrites, dans cet ouvrage Déméter, comme pour les précédents, une infographie importante avec un cartographe professionnel, et on a des visuels qui sont assez particuliers, assez inédits, et c'est une dimension qui va s'intensifier dans les prochaines éditions du Déméter, puisqu'on sait aussi que le lectorat attend de plus en plus ce type d'accompagnement, peut-être moins de lecture et plus d'accompagnement visuel impactant. Vous voyez 3 exemples ici très simples sur notre chapitre Nigeria, notre gros focus sur le sel ou le marché de la viande halal, qui est le marché de la viande le plus dynamique dans le monde depuis 10 ans et qui le restera pour la prochaine décennie. Le sommaire, donc, il est là à l'écran, je ne reviens pas là-dessus. Ce que je voulais, moi, partager en particulier mon propos sur l'éditorial prospectif que je fais tous les ans dans cet ouvrage. J'écris pas dans le Déméter sauf l'éditorial introductif. Cette année, j'ai vraiment insisté sur le réarmement agricole de la planète.
C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Je me suis souvent exprimé sur cette tendance depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que malheureusement, les faits les plus récents entre les pandémies, les guerres, le retour des précarités ou des insécurités alimentaires font que finalement la dimension géopolitique des questions agricoles et alimentaires, non, en fait, n'est en rien nouvelle, mais s'épaissit. Et je constate que dans beaucoup d'endroits où les questions agricoles n'étaient pas traitées, on commence à s'intéresser très fortement aux questions agricoles et alimentaires. Moi, je le constate très simplement que je suis invité dans des endroits où on parlait jamais d'agriculture ou d'alimentation avant. Et je constate aussi que le milieu agricole résonne de plus en plus en termes géopolitiques, ce qui est évidemment pas sans attirer mon attention. Et j'aime bien rappeler que bien avant la guerre en Ukraine, il y avait évidemment un certain nombre de choses qu'il fallait regarder et qu'on n'a peut-être pas suffisamment regardé dans tout ce qu'on traitait sur le plan agricole et alimentaire, vu d'Europe et vu de France. Donc on a, en fait, me semble-t-il, si on essaie de cristalliser les choses, moi j'aime bien dire que ce réarmement agricole mondial, en fait, il est nécessaire parce que devant nous, on a un Everest. Cet Everest, c'est un toit démographique mondial au milieu de ce siècle. On sait qu'on n'aura jamais eu autant d'habitants qu'entre 2040 et 2060, entre 10 et 11 milliards d'habitants. Et on sait qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à devoir grimper sur ce toit de l'Everest dans des conditions de transition physique qui sont absolument colossales, puisqu'on sait que l'agriculture durable doit non pas être cette espèce d'oxymore que certains considèrent encore comme théorique, mais une absolue nécessité. Et donc, on peut la rebaptiser comme vous voulez, hein, l'agriculture durable. Pour certains, c'est de l'agroécologie, pour d'autres, c'est de l'agriculture régénératrice. Moi, je crois qu'en fait, tout le monde parle de la même chose depuis 50 ans. Il faut que l'agriculture continue à produire et qu'elle le fasse en réduisant drastiquement son empreinte environnementale. On peut ensuite aller dans du détail, dans des techniques, mais allons très simplement sur un message si on essaie de cristalliser et d'expliquer à monsieur et madame tout le monde dans la rue ou à des décideurs ou des médias pourquoi le sujet agricole en fait est un sujet au cours de ce siècle. Bah, c'est cet Everest, c'est-à-dire qu'on doit monter sur le toit démographique, on doit nourrir une population inédite qui est de plus en plus exigeante et on va devoir le faire en réduisant l'empreinte sur les écosystèmes. Et donc on a une agriculture qui va devoir verticaliser sa production, on le sait, sinon on va devoir déforester. On va devoir verticaliser la production, monter nombreux et monter avec un équipement qui va permettre de monter, un équipement, un jeu d'acteurs et donc peut-être des Sherpas, parce que s'il n'y a pas de leader, c'est difficile de monter en haut du toit démographique mondial. Et on va devoir surtout redescendre. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi expliquer dans la trajectoire de ce siècle, c'est qu'il ne va pas juste falloir monter sur l'Everest, puisqu'à peu près tout le monde faisant l'ascension de cette montagne a comme objectif d'en redescendre. Et vous savez que sur le toit de l'Everest, quand on fait la montée de l'Everest, on reste en moyenne entre 4 et 6 minutes, pas plus. Si on reste davantage, on ne fait pas la descente. On n'a pas l'oxygène, on ne fait pas physiquement la route du retour. Le grand défi de ce siècle, c'est d'avoir une agriculture qui puisse, au milieu de ce siècle, nourrir un maximum de personnes. Évidemment, stopper des gaspillages, évidemment, mieux partager l'offre et la demande, ça va sans dire. Mais ce monde bisounours, malheureusement, n'existe pas. Donc, on a un défi absolument immense au milieu de ce siècle, une ligne de crête étroite, où on va être nombreux, et il va falloir faire redescendre un maximum de personnes. Et c'est là où je pense qu'on a une grosse responsabilité sur le narratif agricole et vers le grand public et vers les jeunes, parce qu'évidemment, étant enseignant de mon côté, je suis persuadé aujourd'hui que le grand défi, c'est d'expliquer non seulement que le secteur agricole et alimentaire est au cœur des grandes solutions de sécurité, de soutenabilité, de santé. C'est ce triptyque que j'aime à rappeler depuis plusieurs années. Ça parle à tout le monde a besoin de sécurité, tout le monde veut que la planète survive et tout le monde est préoccupé de sa santé. Et en fait, autour de ce triptyque, les questions agricoles et alimentaires apportent énormément de solutions. Ce que, en revanche, nous devons renforcer au niveau européen et français, c'est ce que j'appelle une ardeur joyeuse. Ne pas être naïf, ça va être très compliqué, mais en revanche, on peut réussir. Et on peut réussir si justement on joue collectif et si on a des mobilisations vertueuses. Évidemment, quand vous avez 20 ans aujourd'hui en France et qu'on vous bassine depuis 10 ans avec le fait que vous allez crever de chaud dans 30 ans parce que la planète se réchauffe et que vous allez moins bien vivre que vos parents, bah vous ne vous levez pas le lendemain matin, vous restez sous la couette. Je pense qu'on a une responsabilité immense sur ce qu'on raconte sur le futur.
Il faut qu'au niveau européen et français, on arrive à raconter que l'agriculture, c'est le futur, et on a besoin de raconter que le futur, c'est possible. Faute de quoi, on aura du mal à mobiliser les jeunes générations sur du développement durable. Parce que le développement durable, ce n'est pas de l'idéologie, c'est pas un dogmatisme, c'est pas une théorie pour rétropédaler. Ça doit être une direction stratégique, incontournable, non négociable, mais qui doit être une ardeur joyeuse parce que c'est extrêmement complexe. Et dans cette complexité, il y a trois piliers dans le développement durable. Il y a évidemment l'environnement, mais il y a aussi du social et il y a évidemment aussi une dimension économique qu'il ne faut pas perdre de vue. Faute de quoi, on ne fera pas la descente de l'Everest. Je vous dis tout cela parce que ce réarmement agricole mondial, c'est une bonne nouvelle en ce sens où nous avons besoin de produire partout et de produire de mieux en mieux partout. Et l'Europe doit avoir en tête ce réarmement mondial à la fois pour cultiver ses performances, cultiver des interdépendances, peut-être avoir un narratif vis-à-vis du reste du monde qui soit adapté aux attentes mondiales, et puis avoir aussi la modestie de se situer au cours de ce siècle. Est-ce qu'on a une désoccidentalisation du monde ou un autre monde qui émerge, qui n'est pas forcément anti-occidental? Est-ce que sur l'agroécologie, nous devons nous expliquer à l'Afrique ce qu'il faut faire alors que ce sont plutôt les Africains qui expliqueront aux Européens comment on produit avec peu d'eau, peu de sol et un climat compliqué? Et je crois qu'en fait, si on résume cette situation, l'Europe doit à la fois faire du Green Deal et de la géopolitique. C'est d'ailleurs les deux mots-clés de la Commission et du Parlement depuis 2019. Mais on voit que d'un point de vue agricole et alimentaire, les deux stratégies, d'un côté Green Deal et géopolitique, n'expriment pas les mêmes intentions et objectifs. Je vous invite toujours à croiser les textes officiels européens, ceux du Green Deal et ceux de la géopolitique, pour voir que les questions agricoles et alimentaires sont présentes, mais ne sont pas présentes de la même manière. Et donc, il y a dissonance stratégique sur le narratif et les moyens alloués. Et pour moi, le sujet n'est pas de faire l'un ou l'autre, mais bien de combiner les deux. On a le droit de combiner. Puis, il y a deux autres choses. C'est qu'en fait, il va falloir au niveau européen, ce que j'explique depuis un an, bien comprendre que la transition climatique a un coût et que dans l'inflation alimentaire aujourd'hui que l'on constate au niveau européen et français, évidemment, il y a un aspect conjoncturel, mais il y a aussi évidemment un coût de transition climatique que le consommateur européen n'a pas payé, puisque c'est l'agriculteur européen qui a payé aujourd'hui la transition climatique depuis 20-30 ans. Et donc, nous avons de la greenflation devant nous, inévitablement. Ça veut dire qu'il y a un énorme travail pédagogique, sociétal, éducationnel sur le prix de l'alimentation, parce que cette inflation alimentaire est à la fois conjoncturelle, est à la fois liée à nos transitions climatiques, et finalement, si on va jusqu'au bout, est un juste rattrapage d'un prix trop bas pendant des années au bénéfice d'un consommateur qui a cru que tout ça en plus était automatique et gratuit, et qu'il n'y avait personne qui bossait pour lui apporter de la sécurité dans l'assiette. Et la quatrième dimension, c'est la fin des 30 glandeuses, c'est-à-dire que l'Europe a besoin de reprendre conscience qu'on vit dans un monde de carnivores sans devoir se transformer elle-même en carnivore. Ce monde de carnivores, c'est parce que les déterminations stratégiques des puissances, publiques ou privées, sont évidemment pas collées aux valeurs et aux attentes européennes, et que l'Europe n'est peut-être pas dominante dans beaucoup de secteurs, mais reste encore forte en matière agricole et alimentaire, et aurait tort en fait de désarmer sur ce secteur, entre le fait que ça reste un secteur important pour elle et que ça reste un secteur important à l'échelle internationale avec lesquels justement on peut avoir des dynamiques de coopération et de paix. Ça, c'est pour vous dire également que nous devons regarder la question du travail, de la production, comme étant un des enjeux qui va venir et où les mondes agricoles vont sans doute expliquer au niveau européen et français à beaucoup de secteurs d'activité, à une grande partie de la société, qu'à la fois on peut faire de la transition climatique, à la fois on peut être dans le productif et le sécuritaire, on peut avoir des inflations de coûts et on peut travailler. Et donc cette Europe de la 4G, finalement, le monde agricole, il est en phase avancée par rapport à beaucoup de secteurs économiques européens et une partie de l'état de pensée au niveau européen. Ce que je voulais vous dire également, pour faire la transition avec un aspect plus français ou européen, c'est toujours le sujet des souverainetés. Celles et ceux qui me connaissent un peu savent que depuis 3 ans, j'ai toujours martelé la même chose sur le sujet de la souveraineté. C'est que la souveraineté en géopolitique, c'est connaître ses dépendances, connaître ses indépendances, cultiver ses interdépendances, favoriser de la constance et savoir être dans l'endurance. S'il n'y a pas ces 5 piliers, en fait, vous n'êtes pas dans une logique de souveraineté. Et c'est vrai que la souveraineté, certains, pour des motifs politiques ou idéologiques, ont transformé le sujet de la souveraineté en discours hyper nationaliste
et de fermeture qui n'est pas la vision géopolitique d'une souveraineté solidaire, mais qui soit aussi une souveraineté stratégique d'un État capable, avec ses forces vives, publiques, privées, quelles qu'elles soient, organiser un système qui soit le plus adapté possible à un monde en transition et un monde aussi nerveux sur lequel il faut avoir des vigilances stratégiques. C'est aussi dans ce cadre-là qu'au niveau du club d'émetteurs, on cultive des ponts un peu inédits, mais qui font partie aussi des réflexions qui sont les miennes depuis un certain temps. Au Salon de l'Agriculture, on a organisé un forum avec la Marine nationale, forum inédit, puisque pour la première fois, la Marine nationale venait au Salon de l'Agriculture. On a eu la chance d'avoir le ministre de l'Agriculture, mais également le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Vandier, pour un peu regarder ce double réarmement mondial en cours, naval et agricole, et constater en fait qu'il y avait beaucoup de points de similitude entre ces deux aspects. On a commis une petite cartographie que je pourrais partager, mais qui montre bien qu'aujourd'hui, il y a des corrélations à certains réarmements mondiaux, avec toujours, dans cette catégorie agricole ou navale, deux tendances qui s'opposent. C'est-à-dire, est-ce qu'on crée de la sécurité pour en fait réduire les risques et favoriser la coopération et le développement humain à long terme, ou est-ce qu'on fait du réarmement au détriment des autres pour asservir ou pour faire chanter les autres? Je n'ai pas besoin de citer d'illustrations de pays qui sont dans telle ou telle catégorie, et je pense que c'est aussi au niveau européen et français une réflexion à avoir, c'est-à-dire de bien avoir conscience que dans des dynamiques de réarmement souhaitées, nécessaires pour tout un tas de raisons, en revanche, les agendas et les intentions ne sont pas identiques. Je termine mon propos par cet aspect-là, parce qu'il m'est cher. La sécurité alimentaire se joue aussi en mer. La guerre en Ukraine le montre bien. Les tendances de consommation nous le montrent par ailleurs sur la recherche de protéines alternatives. Et je rappelle que 80% du commerce mondial passe par l'océan, cet océan unique qui est aujourd'hui en surchauffe climatique et géopolitique. Vous savez très bien que le sujet du climat est d'avant tout un sujet maritime. Et vous savez sans doute qu'aujourd'hui, là où il y a le plus de friction sur le terrain des relations internationales, ce n'est pas sur terre, c'est sur mer. Et c'est aussi pour ça que j'avais publié cet ouvrage au mois de mai dernier, complété plus récemment par une géopolitique du blé, nouvelle version, réécrite à 100%. J'avais publié ça en 2014, mais l'actualité la plus chaude m'a amené à réécrire ça complètement. Et je voulais vous dire que l'ouvrage est sorti depuis un mois et qu'évidemment, je me suis inspiré de nombreux travaux et réflexions que à l'Académie vous menez sur les temps longs de l'agriculture et des grands enjeux autour des productions stratégiques comme le blé. Et donc, je voulais aussi vous remercier pour ça. Voilà ce que je voulais avec vous échanger rapidement ce matin en essayant de cristalliser mon humeur, non pas du moment, mais mon humeur froide sur ce qui se passe depuis le début de ce siècle sur cette planète. Merci. Allez, Jean-Jacques, tu remets ta parole. Tu remets ton son. Remets ton micro. Micro. Ton micro. Ça y est, est-ce que c'est bon là? Je vous Oui. entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bon, ben je remercie Sébastien qui m'a permis de ne pas avoir à le présenter. Il s'est présenté tout seul et de façon parfaitement claire. Nous serions, je suppose qu'il y a plein de questions. J'ai vu qu'il y avait autour de Constant quelques signatures qui ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je voulais dire aussi que notre académie contribue au Déméter, pas seulement Jean-Jacques, comme l'a dit Sébastien. Je crois que nous sommes 5 ou 6 membres de l'académie qui participons au comité de rédaction avec ces réunions annuelles très productives, très exigeante. Il faut écrire plusieurs fois les textes avant qu'ils reçoivent l'imprimature, mais c'est un exercice extrêmement salutaire. Même après la troisième rédaction, on se dit tiens, il y a ça qu'on aurait pu dire plus vite et ça qu'on aurait pu dire plus profondément. Moi, je suis sensible à l'ouverture que Sébastien nous propose finalement de développer, c'est-à-dire ne pas se cantonner sur le secteur agricole lui-même. Et en même temps, je suis sensible au deuxième aspect qu'il évoque, c'est-à-dire qu'il lui-même n'est pas un agronome ou un agroéconomiste au sens strict,
Et donc, je pense qu'il y a effectivement à creuser aussi dans le croisement entre la géopolitique, qui est son domaine d'excellence, je dirais, à la fois comme pour lui et pour la publication qu'il coordonne, et puis sans doute beaucoup de choses qui sont plus disparates et qui vont de la génétique moléculaire à l'environnement, aux grandes négociations entre les grandes structures qui existent et qui n'ont peut-être pas forcément vocation à durer parce qu'elles n'ont pas forcément démontré que justement cette exigence de grimper l'Everest, elles ont toujours pris les bonnes chaussures, les bons sacs, les bonnes bouteilles de respiration. Alors, je ne sais pas, voilà, j'ouvre un peu le débat sur la façon dont le professeur de l'Université catholique de Lille enseigne les enjeux de l'agriculture. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, Sébastien? Oui, merci Jean-Jacques. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est en effet ce qui s'est passé avec l'Université catholique de Lille. Alors, bon, je confesse deux choses importantes. C'est que le master de relations internationales de l'Université catholique de Lille est piloté par 3 enseignants que je connaissais un peu auparavant, et qui savaient par ailleurs que j'étais lillois, puisque j'habite sur Lille, et que je viens de Lille et que j'ai fait mes études à Lille. Bon. Et en fait, dans l'évolution de la maquette de ce master, ils ont fait le constat par eux-mêmes qu'il y avait un trou sur les questions agricoles. Et donc, ils m'ont proposé de créer un module pour ce master qui regroupe quand même, avec les 3 sections, à peu près 150 étudiants. Et donc, la première fois, j'ai fait plusieurs heures. Cette année, j'en ai fait le double. Et on m'a proposé de tripler le volume tellement les attentes sont nombreuses. Et en fait, moi, et ça, c'est un exemple parmi d'autres. J'enseigne à l'Université catholique de Lille, mais j'interviens aussi dans d'autres masters un peu de géopolitique. Et en fait, il y a une vraie volonté de faire monter ces sujets. Et je pense qu'en fait, c'est par rapport à ce que tu dis, Jean-Jacques, c'est important. Je pense qu'on a besoin dans des écoles agri-agro d'aller mettre de la géopolitique et des sciences humaines. Je vais oser le mot, des sciences humaines qui ne soient pas uniquement de la sociologie, mais qui réintroduisent de la géographie, qui réintroduisent de la géoéconomie, de la géopolitique, des aspects business et économiques aussi qui manquent parfois dans certaines écoles agri-agro pour en connaître. Et d'ailleurs, je note qu'une école publique importante de la place parisienne développe actuellement un module de géostratégie, ce qui m'a quand même amené à sourire, puisqu'il y a quelques années, on m'avait pris pour un fou quand je parlais de dimension géopolitique avec l'agriculture dans cet établissement. Et il y a des écoles de commerce, à Sciences Po, des masters de géopolitique ou de relations internationales dans une université où il faut aller mettre de l'agriculture. Et en fait, ce qu'on fait beaucoup au niveau du Club Déméter, c'est que dans un sens comme dans un autre, nous faisons venir aussi des professionnels. On fait intervenir des agriculteurs, on fait intervenir des dirigeants d'entreprise, on fait faire venir des experts en essayant justement pour ces étudiants qui sont en recherche de passerelles et de diagonales, finalement faire des ponts plus nombreux. Et moi, je suis très frappé par un point. Et peut-être c'est un sujet qui peut être intéressant dans les travaux de l'Académie d'agriculture, me semble-t-il. C'est à quel point on a une génération qui a tellement la possibilité de s'ultra spécialiser qu'en fait, elle arrive sur le marché du travail sans aucune colonne vertébrale. Bien, allez. Alors, Sébastien, est-ce qu'il y a une question pour toi? C'est Philippe, hein? Philippe du Croquet. Si je reconnais bien, c'est Philippe. Hein? Et donc, je voulais te demander, tout le monde parle en ce moment de souveraineté alimentaire, d'indépendance alimentaire. Est-ce que tu ne penses pas que ce tournant est très dangereux pour les pays les plus pauvres? Parce que finalement, à force de se replier, de se refermer, eh ben, ceux qui vont en souffrir le plus, ça risque d'être les pays qui sont les plus dépendants. En fait, c'est un peu ce que j'évoquais rapidement, et je pense que ce que tu dis est important, c'est ne pas confondre ce que l'on entend par souveraineté. En fait, je pense qu'il ne faut pas confondre d'un côté un message qui est en tout cas celui que je porte très modestement, mais que je porte, qui est de dire qu'il faut des souverainetés solidaires, c'est-à-dire produire partout et tout ce qu'on peut
y compris pour moins dépendre des aléas des uns et des autres quelque part, si on va jusqu'au bout de la logique, et parce que l'agriculture est une affaire trop sérieuse pour en fait appartenir uniquement à certaines zones du monde. Une fois qu'on a dit ça, l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que tout le monde peut faire de tout partout avec les mêmes conditions. Hein. En fait, la compétition agricole mondiale, c'est pas la Coupe du Monde de football. Tout le monde ne joue pas avec le même nombre de joueurs, les mêmes moyens, les mêmes équipements et même avec les mêmes règles. Et certains ont un terrain bien gazonné, bien arrosé, et d'autres en fait jouent sur de la terre sans aucun équipement et avec des balles qui fusent parce qu'il y a la guerre dans ces pays. Donc on ne peut pas du tout raisonner de la même manière. La troisième chose, c'est ce que je crois pouvoir dire encore plus fortement aujourd'hui, parce que j'ai vu que c'est repris par les autorités françaises, c'est qu'en fait les changements climatiques, si on additionne les disparités géopolitiques et qu'on additionne ça au changement climatique, c'est que les changements climatiques intensifient les interdépendances, en fait, entre les régions et les territoires en France, entre les États membres européens et entre les continents. Est-ce que néanmoins on doit tomber dans un discours complètement néolibéral, débridé, sans vigilance sur un certain nombre de sujets tant environnementaux que de distorsions sociétales et économiques, etc. Ben, évidemment, non. Mais je pense qu'il y a une voie du milieu entre le tout libéral et le tout autarcique, puisque le tout autarcique n'a jamais marché dans l'histoire et que le tout libéral, de toute façon, il y a aujourd'hui une grande partie du monde qui n'en veut pas. Et ça, il faut aussi tenir compte de cet aspect. Mais je partage ce que tu dis sur attention aux messages parfois véhiculés. À force de dire à certains pays, en gros, chacun pour soi, il ne faut pas s'étonner, en effet, que mécaniquement, dans la pratique des relations internationales, tous sujets confondus, se développe une tendance au chacun pour soi. Chantal. Chantal Chomel, section 10 de l'Académie, on est dans la même. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de la transition climatique en disant qu'évidemment, elle avait un coût, selon tout le monde est convaincu. Le consommateur n'avait pas payé et seul l'agriculteur n'avait payé. Bon, je pense que ce n'est pas complètement exact parce qu'au Green Deal sont attachés des financements qui vont quand même à l'agriculture. Donc, il y a des financements publics, il y a le contribuable quand même qui paye. Voilà. Donc ça, je pense que ça doit être dit. Et sur l'autre bout de la chaîne, le consommateur, on le voit aujourd'hui en période d'inflation, que les produits, avec plus de contraintes dans le respect de normes environnementales, évidemment le bio, mais pas seulement le bio, sont les premiers impactés par les effets de l'inflation et donc sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, je sais pas, comment vous voyez un peu cette question du financement de la transition? D'abord, je pense que je vais préciser ce que j'ai peut-être mal dit. D'abord, moi, j'ai toujours considéré, par exemple, que la politique agricole commune, en fait, les bénéficiaires n'étaient pas les agriculteurs, mais sont en fait le demi-milliard de consommateurs européens qui, en fait, n'arrivent pas à comprendre que c'est une politique alimentaire citoyenne, comme on est capable de le raconter dans d'autres pays. L'agriculteur au milieu, c'est l'agent de sécurité, mais c'est comme l'armée, hein, que je connais un peu. Tous ceux qui produisent de la sécurité sur ces métiers qu'on a pensé dépassés, inutiles, en fait, on a oublié que ça coûtait. Et en fait, on a oublié que ça coûtait non pas parce que c'était pour quelques-uns, mais parce que en fait, ces métiers qui coûtaient travaillaient pour l'intérêt général et le long terme. Et je pense qu'il y a des vraies similitudes entre les mondes agricoles et les mondes militaires aussi à ce titre. L'autre aspect, c'est le consommateur qui, aujourd'hui, au niveau européen, bénéficie d'une alimentation exceptionnelle à prix très bas et qui s'est bercé depuis une trentaine d'années de cette situation où, quand vous allez faire vos courses, c'est Walt Disney. Et quand vous regardez la qualité qui est proposée, il y a une partie de la planète, si ce n'est pas l'entièreté de la planète, qui nous envie la même qualité, sécurité sanitaire, traçabilité et normes de durabilité qui se sont renforcées depuis 30 ans.
Est-ce qu'au final, tout ça rémunère le producteur qui a fait des transitions? Je ne crois pas. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de dire, vous vous étonnez que tel produit coûte 1 euro, 2 euros le litre. Bah, essayez de le produire vous-même et je suis sûr qu'en revenant, vous allez vouloir que ça coûte 20 ou 30 euros. Et vous ne mesurez pas l'effort productif derrière qu'il faut pour produire 1 litre de lait, par exemple, aujourd'hui, dans les conditions réglementaires qui sont celles au niveau européen. Ça veut dire que de plus en plus, il y a un travail éducationnel majeur. Moi, j'ai fait une chronique pendant le salon dans l'Express qui m'a valu un peu de critiques, où je plaidais pour une obligation de la cantine scolaire, pour 4 raisons. Pour la question évidemment nutritionnelle, pour la question environnementale, pour la question du juste prix aux producteurs et pour la question de la démocratie et du vivre ensemble. Sur le côté juste prix aux producteurs, je n'ai qu'un propos depuis plusieurs années, c'est que le juste prix de l'alimentation, c'est pour moi, le juste prix d'un produit alimentaire, c'est celui qui est bon pour moi, bon pour la planète et bon pour le producteur. S'il n'est pas triplement bon, avec ces 3 aspects-là, il n'y a pas de juste prix. Ça veut dire qu'il faut revoir complètement la place de la dépense alimentaire dans l'équation des ménages. Et évidemment, je vous rejoins pleinement. Dans le contexte du moment, eh ben, il y a une soufflante très douloureuse pour beaucoup de consommateurs qui n'ont pas les moyens de payer plus leur nourriture, qui font des arbitrages depuis des années au détriment de leur sécurité alimentaire, parce qu'on préfère mettre de l'argent sur d'autres choses ou à la banque plutôt que dans son microbiote. Mais c'est tout un énorme chantier éducationnel qu'il faut revoir. Et par ailleurs, parce qu'on n'a jamais, depuis 20-30 ans, expliqué hors monde agricole et initié que l'alimentation avait un coût. Moi, je viens d'un milieu et d'une formation et je passe plus de temps hors monde agricole et gens sensibles aux questions agricoles et alimentaires. Il est hors de question qu'on paye cher de la nourriture. Il ne faudrait pas déconner quand même. Eh ben, je pense qu'en fait, on déconne à continuer à penser ça. Allez, je vois qu'il y a Jean-Marc qui est en train de bouillir là. Jean-Marc. Oui, bah, moi, effectivement, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ces idées. Cependant, ça se heurte au problème écologique, puisque actuellement, il y a une mode qui consiste à dire que il faut redonner ses droits à la nature et que peu importe, il faut que les espèces soient en équilibre. En réalité, les espèces ne sont jamais en équilibre, l'espèce humaine non plus. Et par conséquent, logiquement, quand une espèce prend trop d'ampleur, elle disparaît, elle finit par disparaître. C'est le cas des diplodocus, c'est le cas des trilobutes, c'est le cas du tigre. Des tigres à dents de sabre. Bon, il serait logique que dans cette optique écologique, l'espace humain disparaisse aussi. Donc, pourquoi se casser la tête à essayer d'augmenter la production agricole pour ça? Voilà. Encore une question là de André Fougereau. Allez. Oui, Sébastien, merci beaucoup déjà pour cet exposé. Moi, il y a un point qui me tracasse dans ce que vous avez dit, c'est cette dissonance entre la géopolitique européenne et le Green Deal. Une dissonance qui tracasse beaucoup de monde, puisque le Green Deal, si j'ai bien compris, nous amène à une réduction de notre production européenne. Donc, je voulais voir quelle était votre opinion sur cette dissonance et comment vous voyez l'avenir européen dans tout ça. Est-ce que je peux compléter la question d'André? Oui, allez. Oui. Qu'est-ce que tu penses, Sébastien, de l'international dans les négociations, c'est-à-dire des Nations Unies et de l'OMC? Par rapport à… En fait, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de perdre du temps sur les oppositions entre climat et sécurité. En fait, le sujet du climat va devenir de plus en plus un sujet de sécurité. Et en fait, dans la sécurité, pour moi, il y a comment demain on va réussir à produire avec l'équation climatique en ligne de mire. Donc, c'est réduire l'empreinte, comme je l'ai dit, et prier pour pouvoir produire autant qu'aujourd'hui, y compris en Europe. Donc, je ne vois pas comment, de l'autre côté productif, on peut tenir un discours de décroissance. Puisqu'en fait, mécaniquement, aujourd'hui, en restant en tendanciel, on est dans une décroissance compte tenu de l'impact climatique. Donc, en fait, pour moi, il faut un réarmement pour produire mieux,
et pour espérer produire autant demain, ou un peu plus dans certaines régions, autant ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, le sujet, ce n'est pas le Green Deal et la neutralité carbone, c'est comment on y va. La Chine a mis tous les moyens pour faire de la neutralité carbone en 2060. Elle se donne des moyens. Est-ce que ce sont les bons moyens? Est-ce qu'on veut les mêmes moyens? Est-ce qu'on veut les mêmes procédés? Peut-être pas, et d'ailleurs sans doute pas, et tant mieux, parce qu'on n'est pas la Chine, et on n'est pas les États-Unis, et on n'est pas la Nouvelle-Zélande. Mais tous les pays sont dans des stratégies de décarbonation. Le grand sujet, c'est est-ce que nous, au niveau européen, on veut décarboner en ayant pour objectif de décroître, ou on veut décarboner pour être plus fort sur le climat et la respiration au cours de la suite de ce siècle, sans se déplumer d'un point de vue sécuritaire et économique. Donc en fait, pour moi, le sujet qu'on ne parle pas suffisamment, c'est la bataille autour du carbone. La géopolitique du carbone qui se joue aujourd'hui, c'est pas sur qui va le faire, c'est quels moyens les uns et les autres mettent pour le faire. Et au niveau européen, est-ce qu'on décarbone pour juste respirer en 2050, même s'il n'y a plus rien à faire en Europe? Ou en fait, on décarbone pour en 2050 avoir une Europe qui soit encore plus belle que celle d'aujourd'hui? Et si on veut qu'elle soit plus belle en 2050 que celle d'aujourd'hui, j'ai l'immodestie de penser que s'il n'y a rien dans les assiettes, on sera bien malin d'être neutre en carbone. Voilà, je vais le dire comme ça très poliment. Et sur la dimension internationale, sur la dimension internationale, je ferai un seul commentaire parce que je pense qu'à l'Académie, vous pourriez être bien inspiré de faire un débat cette année sur un sujet qui va devenir très vite politique. C'est de savoir si Lula 3 est finalement cet ami qui nous veut du bien. J'ai une petite idée sur la question, mais je pense que ça vaudrait le coup d'en débattre avec des spécialistes. Jean-Marc, à nouveau. Oui, non, mais vous n'avez pas répondu à ma question écologique. Mais parce que je pense j'ai cru comprendre que votre question était une affirmation, et parce que je pense qu'aujourd'hui, le sujet de l'écologie, pour moi, en fait, il n'y a pas à discuter. On sait qu'il y a un sujet écologie. Ce qu'il faut, c'est arrêter de perdre du temps comme depuis 20 ans, parce qu'il y a des oppositions dogmatiques et stériles. Encore une fois, moi, mon problème sur l'écologie, c'est quand l'écologie devient rétro-pédalante et punitive, et quand elle devient en opposant les uns et les autres. Faute de quoi, on ne fait pas d'écologie politique, et on fait de l'écologie à la chinoise, c'est-à-dire sur de l'autoritarisme vert, mais peut-être qu'on en viendra au niveau européen ou qu'on y est déjà sans se le dire. Allez, prix d'alimentation. J'ai compris que Greenflation, on est parti plutôt par une tendance lourde d'augmentation de l'alimentation. Alors, est-ce que c'est contradictoire ou pas contradictoire avec l'évolution technologique, l'évolution génétique, le fait que les terres attirent deuxième, parce que c'est souvent Jean-Jacques nous explique qu'on produit à moitié prix dans ces terres par rapport à l'Europe. Voilà. Tendance lourde sur cette montée des prix alimentaires? Alors, au niveau mondial, prix alimentaire qui monte, d'abord en tendance, c'est la réalité depuis le début de ce siècle. Il faut regarder à 1 an, à 6 mois, mais il faut regarder sur 25 ans ce qui se passe. Et puis, sur certains produits clés, de plus en plus, ça monte pour des raisons parfois qui dépassent les questions agricoles. Vous prenez le cas du prix du blé depuis 1 an. Il y a évidemment un frottement très étroit entre offre et demande qu'il ne faut pas sous-estimer. Hein, on n'a pas des montagnes de blé, en fait, finalement, par rapport à la consommation. On n'a pas beaucoup de stock et on a surtout des variables géopolitiques qui, à côté du climat, s'intensifient. Sur les prix, en revanche, mon propos sur la greenflation, c'est par rapport à nos productions européennes. Si on veut être super vertueux sur le climat, hyper performant sur le social, rester compétitif sur le plan économique, c'est-à-dire permettre à des agriculteurs de gagner leur vie, et pas dignement, hein, gagner leur vie. En fait, il y en a marre de ce discours de dire on doit vivre dignement si on est agriculteur. Ben, il ne manquerait plus que quand on fait le métier le plus important et le plus complexe du monde, on soit juste dans la dignité. Il faut arrêter avec ce discours misérabiliste et qui enferme l'agriculteur dans une mission qui est immense, et en même temps on lui dit si tu gagnes trop d'argent, c'est qu'il y a un souci, c'est malsain. Ben, je pense que quand on est entrepreneur du vivant, on a le droit de bien vivre de son entreprise. Et donc, la production européenne a une valeur.
nous ne savons pas la monétiser. Nous ne savons pas la monétiser par rapport à la classe de consommateurs européens, mais il y a un énorme chantier éducationnel, j'en ai parlé, et nous ne savons pas la monétiser sur la scène internationale, puisque l'Europe ne raisonne pas puissance suffisamment. Et on ne sait pas la monétiser, alors que cette valeur, elle va être écologique, elle va être sociale, j'insiste, elle va être sociale, elle va être sur la qualité, elle va être aussi sur la confiance que l'Europe, la France peuvent générer par rapport à d'autres puissances agricoles parce qu'on honore des engagements, on honore des contrats, on a de la coopération, on fait des co-investissements. Nous avons besoin, je l'ai dit, d'une Europe qui, tout en restant fidèle à ses valeurs, soit capable de défendre un peu ses intérêts et sache davantage monétiser sur le terrain stratégique ce qui la différencie des uns et des autres. Pensez que demain, on aura une agriculture européenne qui sera plus compétitive en prenant uniquement les coûts de production par rapport à l'Ukraine, où c'est le Far West, ou par rapport à la Russie, où en fait on ne joue pas du tout avec les mêmes règles et les mêmes espaces géographiques, bah évidemment, c'est faire des comparaisons qui pour moi sont inutiles. Sauf à tomber dans un inconfort géopolitique et stratégique massif en 2050, en se réveillant, en se disant que finalement c'était bien de décroître, mais qu'en même temps on est quand même un peu à poil d'un point de vue sécuritaire, et auquel cas on aura besoin d'aller sur des modèles qu'aujourd'hui nous critiquons par rapport aux valeurs qui sont défendues. Et c'est pour ça que je dis attention à l'effet toboggan pour l'Europe sur l'Everest. On doit monter sur notre Everest, à nous aussi, et celui mondial, mais il faut pouvoir en redescendre aussi au niveau européen. Merci Sébastien. Alors, on va devoir bientôt s'arrêter. Peut-être que je vois notre présidente qui a envie de parler. Oui, non, je voulais juste témoigner à Sébastien Bis de mon admiration. Vous nous avez fait un exposé d'une part brillant, bien sûr, mais aussi fait appel à des démarches qui sont vraiment d'intérêt. Les démarches de décloisonnement, la question du narratif, celle de l'éducation, donc qui résonnent fortement avec ma propre culture, si je puis dire. Et donc, je me dis qu'on aurait d'une part tout intérêt à se voir plus souvent, ce que vous évoquiez tout à l'heure, en parlant des questions chinoises ou du Brésil. Bon, c'est particulier, mais c'est vrai qu'il y a plein de sujets d'intérêt partagés, bien évidemment. Et j'avais juste une question à vous poser. Pour moi, le renouvellement, il vient aujourd'hui dans le narratif agricole français, si je peux dire, on voit bien, on travaille beaucoup avec François Purseigle, avec Bertrand Hervieux sur les questions du renouvellement des générations, et vous avez évoqué vos actions d'enseignants, et c'est l'essentiel, parce que c'est avec ces jeunes, et on voit que le narratif commence à changer là, mais il change. D'une part, il y en a qui veulent retourner à des pratiques de croissance complètement ancestrale, et puis d'autres qui sont tournés totalement vers l'entrepreneuriat. Donc comment vous voyez gérer ce hiatus quelque part qui apparaît dans la perception qu'ils ont de la situation à venir, voilà, et qui m'inquiète. Donc, et on pourrait peut-être faire agir ensemble de ce côté-là. Voilà. Comment vous voyez... je vous remercie et rapidement sur ces points-là, deux choses. D'abord, en fait, c'est vrai que moi, je suis très frappé. Il y a non seulement j'ai l'impression que dans nos sociétés aujourd'hui, alors qu'on devrait s'unir pour changer, d'aucuns essaient d'expliquer qu'il faut se diviser et se tourner les talons, et qu'en fait le contradictoire n'a plus de sens, les combinaisons n'ont pas lieu, et en fait on est dans des oppositions. Ça me frappe beaucoup autour du sujet par exemple des transitions, parce que certains essaye toujours d'expliquer que pour en fait décarboner, il faut décroître. Et donc pousse dans ce sens. Oui. Là où d'autres vont dire, en fait, on doit faire confiance à l'intelligence humaine et collective avec une capacité de décarboner pour demain faire mieux qu'aujourd'hui. Et je pense en fait que c'est vraiment une bataille de narrative au sens premier, y compris sur la confiance en la sagesse humaine et la volonté ensemble de faire des choses. Moi, je suis très frappé par cette dimension-là. Et puis, mon deuxième propos sera beaucoup plus court, mais comme vous en parlez, je ne peux pas ne pas le dire. Moi, la première personne qui m'a parlé d'agriculture en 2004, je démarrais ma vie professionnelle, j'étais à l'état-major des armées, mais c'est Bertrand Hervieux. Et je pense que c'était et ça reste un très bon narrateur.